Salut à tous, bienvenue sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Aujourd'hui, épisode numéro 57. Salut professeur Fun. Salut Mathieu, je suis chaque fois épaté par ta manière fluide de lâcher la tagline, c'est vraiment la classe. Bravo. Merci. Alors écoute, aujourd'hui on est que les deux. Comme on avait dit la semaine passée, on va revenir sur le dossier que j'avais fait sur le langage chez l'humain, car on a Mhm. un contributeur qui nous envoyait plein de commentaires pour approfondir le sujet, Thierry Reber, qui est assistant doctorant en sciences du langage à l'université de Neuchâtel en Suisse. Et il nous a apporté plein de compléments vraiment intéressants. Donc on s'est dit que, vu que c'est assez dense ce qu'il nous a envoyé, on s'est dit qu'on allait faire une émission spéciale là-dessus pour un peu compléter et conclure ce dossier sur le langage chez l'humain. Exactement, un dossier qui était déjà bien complet d'ailleurs. Je pensais pas qu'il y aurait encore autant de choses à dire, mais il y a. Donc voilà, merci Thierry de toutes ces contributions qu'on va partager maintenant. Alors on va un peu Euh, alterner. Il nous a envoyé quatre gros emails, donc on va les lire et on va alterner une fois toi, une fois moi. On va faire comme ça, non? ok, alors à toi l'honneur. Alors je commence. Alors le premier commentaire qu'il nous avait envoyé est lié à l'acquisition du langage chez le bébé. Alors dans son commentaire, il nous dit la chose suivante. Alors déjà, le fait que les bébés sont initialement capables d'apprendre n'importe quelle langue, mais qu'ils se spécifient est tout à fait exact. Ça se joue en fait principalement sur le fait que, contrairement aux adultes, ils sont à la base capables de maîtriser tous les sons de toutes les langues. C'est la raison pour laquelle on les appelle les phonéticiens universels. Or, ce dont on s'est rendu compte, c'est que dès l'âge de 10 mois, oui, même pas un an, ils commencent à perdre cette capacité à tout reconnaître. En fait, ils se spécifient. Donc, autrement dit, ils commencent à perdre la capacité de discriminer tous les sons, en se concentrant exclusivement sur les sons de la langue de leur environnement. Ils le font entre autres à l'aide de ce qu'on appelle le babillage, ces sons un peu chaotiques propres au bébé. Ce processus s'appelle l'apprentissage par l'oubli, ou l'élagage linguistique. Et petit à petit, ils deviennent de plus en plus performants à distinguer les sons de leur langue maternelle, mais ne parviennent plus à faire la différence entre des phonèmes qui ne sont pas différenciés, comme la différence entre R et L que les Chinois ne comprennent pas. Voilà en gros quelques compléments qui pourraient vous intéresser pour votre prochaine émission. Alors bon, l'émission on l'a déjà Ok. faite. Et c'est ça, il nous avait envoyé ça avant en Ouais. fait l'émission. Mhm. Euh, donc je joins tout de même quelques références à mes propos parce qu'il ne faut pas me croire sur parole. Alors en fait, ces commentaires-là qu'on cite, ils sont dans le dossier qui est publié sur le site, sur le langage chez l'humain. Vous pouvez les retrouver et retrouver donc les références qu'il nous envoie. Alors d'abord, il nous envoie une vidéo sur sujet d'acquisition de langage chez le bébé. C'est une vidéo TED, il y aura le lien, vous verrez si vous voulez aller regarder. Et alors, il nous explique comment se passe, donc suite à cette vidéo, Thierry Reber nous explique comment se passe la discrimination des langues par méthode expérimentale. Alors il nous dit que les méthodes expérimentales bien inventives ont permis de montrer que les bébés savent bien distinguer deux langues différentes et qu'ils préfèrent choisir la langue qui correspond à leur environnement pratique dès leur naissance. Jacques Meller a montré que grâce à la technique de la succion non nutritive, que les nourrissons français dès 4 jours distinguent le russe du français. Donc déjà dès 4 jours. Et Mhm. préfèrent entendre du français. Les bébés avaient à comparer des passages lus par une bilingue franco-russe en indiquant leur préférence via une tétine non nutritive. Donc en gros, Meller semble être ce qu'on appelle un innéiste très nativiste. Et il nous met entre parenthèses pas maturationniste. Bon. Si on ne peut pas apprendre, on peut par contre désapprendre. Le bon exemple est la segmentation des syllabes dans toutes les langues possibles. Une compétence que les bébés perdent ensuite pour ne reconnaître que leurs propres syllabes de leur propre langue. Et de ce fait, ils se mettent à babiller et à apprendre leur propre langue. On peut certes apprendre à écrire, à faire des maths, etc., mais cet apprentissage repose sur des mécanismes universels qui sont définis par le bagage génétique de l'espèce.
Là encore, les performances des bébés reposaient sur des indices qu'on appelle prosodiques. C'est la partie de la grammaire, prosodie, je crois qu'on dit. Je pense, Ouais. ouais. La partie de la grammaire qui traite de la quantité syllabique et de l'accent, un peu les intonations. Donc les performances des bébés reposaient sur des indices prosotiques présents dans les passages en russe et en français. Et ce résultat est robuste a été retrouvé dans d'autres études. Les bébés distinguent entre leur langue maternelle et une autre langue. Et les bébés préfèrent leur langue maternelle. Il nous met quelques références d'études qui ont été faites sur ce sujet. Et il commence par nous expliquer ce dispositif expérimental de succion non nutritive. Alors, la succion non nutritive, c'est une technique d'habituation et réaction à la nouveauté. Une tétine reliée à un ordinateur qui va enregistrer à chaque fois que le bébé tète sa tétine plus rapidement. Et cette technique s'appuie sur un principe simple et universel. Le désintérêt progressif que nous manifestons pour une scène familière et le regain d'attention que nous avons pour une scène nouvelle. En d'autres termes, plus on connaît un stimulus, moins on le regarde. Au contraire, plus un stimulus est nouveau, plus on le regarde. D'accord. Avec la succion, plus un bébé est intéressé, plus il tète. Et plus il se désintéresse moins, plus... Non, pardon. Plus il se désintéresse, moins il tète. Voilà, pardon. Ouais, d'accord. En d'autres termes, l'habituation s'installe. Mm-hmm. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe au bébé les différentes langues et on regarde au travers du rythme de succion si, 1, il perçoit des différences, et 2, sur quelle langue il s'arrête le plus, laquelle est la plus intéressante pour lui. Alors qu'un jeune enfant peut apprendre une ou plusieurs langues avec facilité, l'acquisition d'une langue tardive à l'âge adulte est particulièrement difficile. Alors pourquoi ? Parce que pour apprendre parfaitement une langue, on élague les autres, on oublie les autres. On devient spécialiste pour reconnaître notre langue et pour la parler, mais on devient tellement spécialiste qu'on n'est plus capable de discriminer les subtilités d'une langue étrangère. D'accord. Alors Dupuy, un autre chercheur, a travaillé sur cette question, et pour lui, cette difficulté est due au moins en partie à une spécialisation des processus perceptifs au contact avec la ou les langues maternelles. Et cette spécialisation deviendrait permanente après un certain âge critique. Alors, à la naissance, nous sommes tous des phoneticiens universels, et à 10 mois, nous ne sommes plus que des citoyens du monde. Et en 12 et 18 mois, la production d'un babillement typique de notre langue d'immersion a lieu. Et ça correspond à une surdité phonologique des adultes. Alors, on retrouve ce cas, comme on l'a dit avant, avec la difficulté, par exemple, des Japonais à différencier les R et les L. Mm-hmm. Et donc, c'est une difficulté à apprendre parfaitement une autre langue. Alors ça, c'est l'expérience qui a été faite pour discriminer les langues. Mais on peut aller plus loin parce qu'on peut aussi discriminer les syllabes. Alors tout a commencé avec les études de Peter Aimas, un psycholinguiste qui a participé à fonder le courant des compétences précoces, a montré en 1971-71, avec une expérience qui a lancé un véritable pavé dans la mare, que le bébé était capable à 1 mois seulement de discriminer les différentes syllabes prononcées. Donc pas seulement les langues, mais les syllabes aussi. Et avec cette technique, Aimas montre que le nourrisson sait faire la différence en toutes les syllabes. Par exemple, le pas et le bas. D'accord ? Donc non seulement il sait faire la différence entre toutes les syllabes, mais aussi toutes les unités phonétiques de toutes les langues. Et le nouveau-né est donc bien un phonéticien universel nouveau. Et dès la naissance, tous les bébés de tous les pays du monde peuvent distinguer les sons R et L. Pourtant, après quelques mois, par exemple, comme on l'a déjà dit, l'enfant japonais aura oublié cette distinction, qui sera élaguée car elle n'est pas pertinente dans l'environnement langagier japonais. En effet, il est assez connu qu'il est difficile pour les Japonais d'apprendre l'anglais, car ils ne font pas la distinction entre ces sons R et L, qui n'existent tout simplement pas dans leur langue. Okay. Alors, comment on explique ce phénomène d'élagage ? En fait, ce sont les cerveaux qui diffèrent. L'immersion dans une certaine langue modifie le cerveau. Donc là, on retombe sur l'idée de plasticité. De plasticité. Ouais. Mm-hmm. En d'autres termes, les bébés entament ce processus d'élagage pour mieux se focaliser sur la langue maternelle, qui devient très vite, évidemment, la plus pertinente à reconnaître. Ils se mettent à trier les sons pour devenir attentifs à la langue maternelle.
En nous écoutant parler, les bébés classent activement les sons dans les bonnes catégories, celles propres à la langue de leur environnement. Et les tout jeunes bébés font donc la différence entre les sons, quelle que soit la personne qui parle. Mais attention, pour les adultes, ni même les enfants... Attends, là j'ai un petit problème de lecture, pardon. Je recommence. Les tout jeunes bébés font donc la différence entre les sons, quelle que soit la personne qui parle. Mais ça se passe plus pour les adultes, ni même pour les enfants à partir de 10 mois. Du coup, entre 12 et 18 mois, les bébés de cultures différentes commencent à produire des sons en lien avec les caractéristiques de leur communauté. Les bébés chinois babillent d'une manière qui sonne chinoise, et le suédois d'une manière suédoise. Donc, comment fait-on pour discriminer les différentes langues et apprendre celle qui est la plus pertinente? Alors, l'explication des sens cognitifs est multifactorielle. Il y a 3 facteurs principaux. Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle les compétences innées. Les êtres humains sont équipés dès la naissance de mécanismes spécialisés qui nous aident à comprendre le langage, bien avant évidemment de savoir parler. Ils naissent avec des programmes puissants, déjà installés et prêts à fonctionner. Pour Pinker, par exemple, qui reprend certaines idées de Chomsky, tous les nouveau-nés viennent au monde avec des compétences linguistiques, comme le montre l'expérience célèbre d'Aimas, qui a montré que le nouveau-né, bien avant de savoir parler, savent discriminer les syllabes. Et Pinker est un évolutionniste, donc pense que le langage a un caractère évolutif. Ça veut dire que cette compétence a été sélectionnée par l'évolution pour nous permettre de répondre à des problèmes particuliers, socio-écologiques, ceci pour nous permettre de survivre dans notre environnement. En d'autres termes, si le langage et la communication ne nous avaient pas apporté des bénéfices, la communication aurait tout simplement disparu. Alors, quels sont les avantages du langage? Le premier avantage du langage est de nous permettre de communiquer et de coordonner nos actions avec celles des autres membres de notre groupe. Le fait que nous parlions des langues différentes permet de nous différencier des autres. C'est un moyen comme un autre de savoir qui partage son groupe et qui est étranger. Empêcher ses ennemis d'obtenir une certaine information peut être aussi crucial que partager une information avec ses alliés. Donc remettre cette remarque au moment où cette compétence de nous différencier était pertinente permet de mieux comprendre. Nos ancêtres devaient reconnaître impérativement leurs ennemis pour des questions de survie. On a hérité de cette compétence qui ne veut pas dire qu'elle est aujourd'hui pertinente. Le développement du langage est certainement aussi lié au développement de notre capacité à apprendre sur les gens et sur les choses. Le langage nous permet de profiter de ce que toutes les autres personnes ont fait avant nous. Donc, il y a bien sûr une base innée, des modules qui sont là tout près, mais ceci est compatible avec d'autres types de mécanismes qui viennent s'ajouter normalement à l'apprentissage culturel. Alors, ça c'est pour le premier facteur. J'ai dit qu'il y avait 3 facteurs. Absolument, ouais. Compétence innée, c'était le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est la capacité à apprendre considérable que nous possédons. Notre cerveau est une machine à apprendre. Nous sommes programmés pour apprendre tout au long de notre vie. Les enfants ne fonctionnent pas avec un programme unique, mais avec une succession de programmes de plus en plus puissants et spécialisés. Apprendre, en quelque sorte, c'est s'auto-reprogrammer, en fait. Donc, dans un point de vue évolutionniste, on peut se dire que la soif de savoir et l'appétit d'explication a plus de poids que les dangers de l'exploration par soi-même. Le langage nous permet de profiter de ce que les autres personnes ont fait avant nous. Ouais, c'est l'outil de la capitalisation des connaissances. Voilà. Alors ça, c'est pour le deuxième facteur. Et le troisième, c'est le rôle de l'entourage. Alors, des leçons implicites données par les gens qui nous entourent et qui entourent les bébés. Les adultes sont programmés pour aider les enfants à apprendre. Ils agissent spontanément d'une façon qui encourage les apprentissages, la plupart du temps de manière totalement inconsciente. Un des bons exemples, c'est le parler maternant, qu'on appelle aussi en anglais le motherese. C'est un terme anglo-saxon utilisé pour désigner le langage modulé de la mère envers son enfant quand il est en période d'acquisition langagière. Alors, cependant, on n'a pas besoin d'être la mère d'un enfant pour commencer à parler le motherese. Il nous met en lien, d'ailleurs, une vidéo où on voit une maman qui parle à son enfant avec cette manière de parler particulière qu'on a. Et alors, si on regarde cette vidéo, on peut noter quelques remarques. On voit qu'il y a plusieurs modifications quand on parle ce langage de motherese. Il y a la prosodie, donc c'est-à-dire on a une façon de parler plus accentuée, plus chantante,
afin de ressortir le discours et de capter l'attention de l'enfant. Il y a le lexique, il est aussi adapté à celui de l'enfant. Les phrases, elles sont plus courtes et bien formulées, ce qui est probablement une aide à intégrer les mots et assimiler la grammaire de la langue. L'articulation, elle a un débit plus ralenti et avec plus de pauses. Les parents parlent bien plus distinctement quand ils utilisent le motherese. Et le discours, en général, plus redondant. Par exemple, on va expliquer et montrer du doigt en même temps, dans le but de se faire comprendre. Donc les bébés préfèrent entendre des voix de parler de type bébé. C'est en quelque sorte un langage universel intuitif. C'est un processus naturel et inconscient. Souvent, on s'en rend pas compte quand on commence à parler de cette manière. Ouais. Alors voilà. Là, c'est ce qu'ils nous disent sur l'acquisition du langage chez le bébé. Et bon, ça va loin. Hein. Ouais, c'était bien complet, ouais. En une pipe. Ouais, on comprend mieux pourquoi il fallait s'arrêter là, puis faire un petit point sur, sur tous ces commentaires. C'était pas juste un commentaire comme on en a l'habitude. J'aime pas, c'est bien, c'est pas bien. Là, c'est carrément, c'est même pas du complément d'information, c'est de l'information. Ouais. Ouais, mais j'aime bien cette notion de motherly mot que t'as dit. On s'en rend pas compte. En fait, si, il y a une circonstance pénible dans laquelle on s'en rend compte, c'est quand on ressort des vidéos. Ouais. Mais c'est horrible. Mais c'est vrai que c'est assez intuitif de parler comme ça au bébé. Ouais. Ouais, c'est bizarre. Bah, je savais même pas que ça avait été documenté, étudié. Mais, ouais, la réflexion, ça m'étonne pas du tout. Vachement intéressant. Et puis donc, t'as dit qu'il y avait plein de liens sur des vidéos. Alors oui, là il nous met 2 liens sur la vidéo. Il nous met un lien donc sur une vidéo TED où il y a une femme qui nous parle, elle nous redit un petit peu ce qu'on a dit sur l'acquisition du langage chez le bébé, des phonéticiens universels et tout ça. Okay. Et l'autre vidéo, c'est une vidéo où on voit une maman parler avec ce type de langage de motherese à son bébé. Ah ouais, d'accord. Il y a pas de vidéo où on voit la fameuse expérience des bébés qui se mettent à téter un peu plus vite quand. Non, ça y a pas. Ils entendent une langue étrangère, c'est dommage. Pendant que tu l'expliquais, je me demandais à quoi ça pouvait bien ressembler, dans quelles conditions ça a été fait. Ça doit être assez drôle. Il y a alors bon dans ce commentaire, il y a plein de références. Si vous le lisez, vous voulez aller plus loin, là il nous met des références sur des ouvrages et les différents noms de chercheurs, là Jacques Meller, Peter Aimas. Bon, voilà, il nous met d'autres, il nous met toutes les références. Donc, pour les passionnés de linguistique, vous avez de quoi faire. Excellent. Et puis donc, tu as dit que tout ça se trouve dans ton dossier sur le langage, publié la semaine... Non, il y a 15 jours maintenant. Il y a 15 jours, ouais. Alors, ce commentaire-là, il est à la suite du chapitre sur l'acquisition du langage chez le bébé. Et les suivants dont on va parler maintenant sont tout à la fin du dossier, après la conclusion. Ok. Alors on va attaquer. Donc ceux qui arrivent maintenant, ce sont des messages qui nous ont été envoyés après ton premier dossier. Ouais. Enfin après la première moitié du dossier. Donc Thierry Hébert nous dit déjà merci beaucoup pour ce super numéro sur le langage humain. C'était très intéressant. Vivement la suite. Si vous permettez toutefois que je joue mon linguiste de service, je me permets de revenir sur cette histoire de découpage des couleurs dans le langage. Pour ce faire, commençons par rappeler que comme vous l'avez dit, c'est sujet à discussion. Plus précisément, 2 grandes visions s'affrontent ici. Il y a d'un côté le courant que l'on appelle le relativisme linguistique, digne descendant du structuralisme saussurien, et de l'autre côté, ce que nous pourrions appeler l'universalisme ou le nativisme ou l'innéisme, à choix. Le premier courant considère que le langage est notre grille de lecture du monde, que ce découpage est totalement arbitraire et que par conséquent nous percevons différemment le réel en fonction de notre langue maternelle. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse Sapir-Whorf, du nom des instigateurs de ce courant. Ça, t'en avais parlé, dans la deuxième partie du dossier. Et le second considère que notre système perceptif et conceptuel répond à des contraintes cognitives qui sont donc universelles, et que malgré les différents découpages, nous voyons tous les choses globalement de la même manière, l'un des premiers acteurs de ce courant étant Noam Chomsky, dont tu as parlé également dans la deuxième partie du dossier.
Il faut savoir également, nous dit Thierry, que le relativisme fait de moins en moins d'adeptes à l'heure actuelle. La raison en est qu'un grand nombre de mythes sur lesquels ce courant se basait ont été falsifiés par de récentes recherches en sciences cognitives. Je pense notamment au mythe très connu et souvent cité des 32, 46, 80 ou 400, à choix selon les travaux, mots pour dire blanc en inuit. Idem pour décrire la neige. C'est vrai, moi j'ai souvent entendu parler de cette histoire, qui aurait, 32 ou 46 mots pour dire le mot neige chez les Esquimaux. Eh bien, ces expériences menées dans les débuts de la recherche ethnographique ont été refaites avec des outils méthodologiques plus solides et ces conclusions se sont avérées erronées. Voilà, encore un scoop. Donc, il existe en réalité 2 mots pour dire blanc, ce qui est déjà le double du français, c'est pas rien, et qu'un seul terme pour dire neige. Sachant que tous les autres termes sont des sous-classes, tout comme le français a le terme de base neige et un tas de sous-termes comme poudreuse, petch, ça doit être suisse, hein, petch, poudre, carton, grésil, etc. Le second mythe à l'appui de la thèse relativiste est le langage des Hopi, une tribu d'Amazonie. Selon certaines études, cette tribu n'aurait pas de conception du temps car leur langue n'a pas de temps verbaux. Cela part déjà d'un postulat selon lequel ce qui n'est pas dans la langue n'est pas conceptualisé, ce qui est très discutable. Et de plus, d'autres études, réalisées cette fois par des linguistes et non des ethnologues, ont montré que s'ils n'ont effectivement pas de temps verbaux, ils ont en revanche tout un système d'adverbes de temps qui leur permettent malgré tout de décrire la dimension temporelle. Sans oublier que le chinois présente la même particularité de n'avoir que des adverbes pour décrire le temps, et personne n'oserait soutenir qu'ils n'ont pas de notion du temps. Venons-en maintenant aux couleurs. Pour cette question également, un très grand nombre d'études ont été réalisées un peu partout pour montrer que le découpage particulier du spectre influençait notre perception. Donc ça, c'est vrai, on l'avait vu avec ton exemple de la tribu Imba. Hein. Ouais, mais on va voir que c'est pas aussi simple que ça là. Ouais. Donc Thierry continue, il nous dit or, s'il est tout à fait vrai que toutes les langues ne découpent pas de la même manière le spectre lumineux, une colossale étude intitulée Basic Color Terms, menée par 2 linguistes et ethnologues, Brent Berlin et Paul Kay, et publiée de mémoire en 1969, en plein relativisme, a montré qu'il existe une régularité tout à fait frappante dans l'apparition des couleurs dans la langue. Je m'explique. La plupart des langues occidentales ont 11 termes dits primaires, basiques ou focaux. Je sais, ça fait beaucoup de choix. La liste étant de mémoire toujours la suivante. Noir, blanc, rouge, jaune, vert, bleu, orange, rose, brun, gris, violet. On entend par couleur basique une couleur qui n'est pas une sous-catégorie d'une autre au niveau conceptuel. Donc, niveau conceptuel par opposition au point de vue physique. Le brun n'est pas un type précis de bleu. L'orange n'est pas un type particulier de rouge, contrairement au carmin, pourpre, au beige, etc. Or, la première observation est qu'aucune langue ne dispose de davantage de couleurs basiques. 11 est, pour l'instant du moins, il faut rester prudent, le maximum observé. Cependant, un grand nombre de langues en ont moins que 11, et certaines n'en ont que 2. Mais les recherches de Berlin et Kay ont montré que l'apparition de ces couleurs se fait toujours dans le même ordre. Imaginez une culture dont la langue ne contient que 2 termes pour différencier les couleurs. Alors ce sera toujours une distinction de type blanc-noir, ou disons plutôt clair-foncé, voire couleur chaude, couleur froide. Prenez maintenant les cultures disposant de 3 termes de couleurs. Elles auront toutes le rouge comme couleur supplémentaire. Les 2 premières restant un regroupement plus ou moins précis des couleurs mentionnées clair-foncé. La 4e couleur est toujours le jaune. À partir de la 5e, ça se corse. On voit apparaître la couleur Blair, jamais entendu parler, qui regroupe le bleu et le vert en une seule couleur. Ce n'est que lorsque la 6e couleur apparaît que l'on fait la différence entre le bleu et le vert. Mais cette 6e vient toujours faire la séparation entre bleu et vert, jamais autre chose. Ça, c'est dingue cette histoire. Ah ouais, il y a un ordre incroyable dans la catégorisation des couleurs. Et donc à partir de là, les couleurs restantes apparaissent toujours de manière moins régulière. Parfois le gris apparaît avant le brun, parfois c'est l'inverse. Et cette étude a été dans sa version d'origine menée sur plus de 160 langues, mais les travaux se sont depuis poursuivis et jusqu'à ce jour, aucune exception n'a été trouvée. Aucune langue n'a de mot pour dire jaune sans en avoir un pour dire rouge, ni de mot pour dire brun sans en avoir un pour dire bleu. Et pour le dire en termes plus mathématiques,
Ça c'est pour toi, Mathieu. La couleur de rang n n'apparaît que s'il existe déjà un terme pour décrire toutes les couleurs de rang n-1, n-2, etc. Alors qu'est-ce que tout ceci veut dire? Bien simplement que malgré les thèses relativistes qui défendent une vision du monde basée sur le découpage totalement arbitraire de la langue, il semble que notre vision du monde soit très fortement contrainte par notre structure cérébrale qui répertorie les couleurs basiques toujours de la même manière. Alors bien entendu, cela n'empêche pas que certaines adaptations dues à la langue maternelle s'opèrent, comme cela semble être le cas de la tribu des Himba, justement dont on a parlé. Il faut toutefois savoir que le cas des Himba est également très connu et que de nombreuses recherches sont menées pour comprendre ce cas. Or, un grand nombre d'entre elles, Regier et Kay notamment, apportent d'autres explications au phénomène observé. À noter également que cette langue ne faillit pas à la règle d'apparition des couleurs. Voilà pour les quelques compléments que je jugeais bon d'apporter. Je suis impatient de découvrir le tome 2 de ce dossier sur le langage. Donc ça, il nous l'avait envoyé le mardi. Et le mercredi, juste après. Oui, juste après, il a complété en fait ce qu'il vient de nous dire là. Il nous dit: je dois toutefois apporter quelques corrections à ce que j'ai dit. J'ai écrit ça hier soir un peu en vitesse et après vérification de quelques points dont je n'étais pas certain, je vois que j'ai fait quelques imprécisions. Alors, l'ordre des couleurs est un chouïa différent. Alors, on a donc dans l'ordre, en numéro 1, clair et foncé. Là, c'est ce que tu avais lu avant. Ouais. En 2 vient le rouge. Donc, pour ceux qui utilisent que 3 couleurs, il y a clair foncé et après, c'est toujours le rouge qui vient. Après le rouge, on a le jaune ou le blair. Donc, le blair, c'est bleu-vert. Donc ça, c'est en troisième position. En quatrième position, on a le jaune et le blair. Alors qu'en troisième position, on avait le ou le jaune ou le blair. En quatrième position, on a les deux. D'accord. En cinquième position, on a la séparation de blair en bleu-vert. Donc il y a le bleu et le vert, les deux couleurs qui se distinguent. En sixième position, il y a le brun qui arrive. En septième position, le violet ou rose ou orange. En huitième position, le violet ou rose ou orange, selon ce qui est déjà apparu dans la position précédente, en septième position. Et en neuvième position, c'est la même chose selon ce qui a été choisi en position 7 et 8. D'accord, donc ça peut venir dans n'importe quel ordre, en fait, violet, rose ou orange. Voilà, ouais. Mais selon ce qui est apparu avant, ben, il y a une des deux autres couleurs qui apparaîtra ensuite. D'accord. Et en 10e position, il y a le gris. Ce qui fait donc bien 11 couleurs, comptant que la première ligne en compte 2. Donc le clair foncé, ça fait 2 couleurs. D'accord. De plus, j'ai surestimé le nombre de langues sur lesquelles ces observations étaient faites dans la version d'origine. Je crois que ce n'est qu'une vingtaine de langues. Il reste toutefois vrai qu'à l'heure actuelle, cette observation s'est vérifiée sur toutes les langues observées, celles-ci étant considérablement plus nombreuses. Et finalement, il faut bien comprendre que le relativisme linguistique affirme que c'est la culture qui influe sur notre perception du monde. Or, cette thèse a été assez massivement falsifiée. Ne serait-ce parce que l'idée de culture est trop floue. Ce n'est pas une force magique qui flotte dans l'air et qui vient nous transformer de l'intérieur. Si un paramètre peut modifier notre perception, il doit être clairement identifiable pour des raisons de plausibilité et de falsifiabilité. Le lexique est un bon exemple. Il peut grandement varier selon les langues et il entraîne effectivement, dans une certaine mesure, une modification de notre perception. Mais cela n'a rien de culturel, ça reste un phénomène mental en ceci qu'il est raisonnable de penser que selon le découpage opéré par les mots de notre langue, les connexions neuronales sollicitées par notre appareil conceptuel s'en trouvent modifiées, et par conséquent notre perception également. C'est un phénomène absolument fascinant qui s'observe dans d'autres cas que les couleurs, par exemple la représentation temporelle. Mais d'une part, les différences ne sont pas aussi grandes que certains veulent bien le croire. Si les Himba ont plus de peine à différencier certaines couleurs appartenant à la même catégorie lexicale dans leur langue, ils perçoivent globalement les couleurs de la même façon que n'importe quel être humain. De plus, soutenir que c'est notre culture qui modifie notre perception n'a en fait pas vraiment de sens, car ça n'explique en rien comment cette modification se produit. C'est en cela que réside la grande fracture entre relativisme et naturalisme. Alors voilà. Ok, d'accord. Bon, il a décidé de faire de nous des pros de la linguistique, là.
On peut postuler comme doctorant après la lecture de ces messages. Non, mais ça va Non, loin, hein, c'est incroyable. ouais, ouais. Non, c'est pas tant. J'aime bien cette histoire d'ordre de couleur. Là, on commence par le clair foncé. En fait, ouais, comme il le dit, on retrouve dans toutes les langues, même pour les langues qui utilisent moins de couleurs, il y a toujours le rouge qui arrive en deuxième position, par exemple. Ouais. Et Ouais, après, c'est complètement dingue. ouais, Mais effectivement, ça laisse supposer qu'on est câblé comme ça, ouais, quoi. donc on est qu'avec comme Hein, ça. indépendamment de la culture. Ah, c'est étonnant. On en apprend tous les jours. Alors notre brave Thierry Reber n'en est pas resté là parce que donc ça c'était les échanges enfin les échanges les commentaires qu'il nous a envoyés à la suite de la diffusion de la première moitié de ton dossier. Mais après ça il y a eu la diffusion de la deuxième moitié de ton dossier, Mhm. ce qui a encore suscité quelques commentaires que voici. Alors, il nous dit: Salut Alan, salut Mathieu. Déjà, un grand bravo pour ce dossier. En effet, comme le dit Alan, cher Mathieu, tu t'es attaqué à un très gros morceau, mais tu l'as fait avec brio. C'était génial de vous écouter sur ce thème. C'est quand même gentil. cool venant d'un spécialiste. Ouais. C'est top, ça fait plaisir. Je me permets d'apporter quelques compléments. Encore, on a plein de smileys. Désolé, je sens que ça va être long, pardon d'avance. Alors, premièrement, tu parlais du langage animal et de la distinction avec le langage humain. Tout d'abord, parmi les spécificités que tu cites, on peut rajouter une capacité propre à l'être humain qui, si elle n'est pas directement propre au langage, est indispensable pour que celui-ci soit opérationnel tel qu'il l'est pour l'homme. Il s'agit des méta-représentations, et plus particulièrement des attributions d'intention. En effet, un singe est capable de comprendre un message de danger tel que « Attention, un danger arrive depuis le sol ». Il peut ainsi se réfugier dans un arbre. Mais ce qu'il n'est vraisemblablement pas capable de faire, c'est de se dire « Mon congénère pense qu'un danger vient du sol » ou même « Mon congénère souhaite me communiquer qu'un danger vient du sol ». Alors la question se pose. L'humain fait-il ça dans la conversation quotidienne? La première réponse est « On s'en fiche, il peut le faire, c'est tout ce qui compte ». C'est un peu frustrant quand même, non? Mhm. Une réponse plus constructive est de dire que oui, mais pas toujours de manière consciente. Toutefois, cette capacité à attribuer à l'autre des croyances, des intentions et des états mentaux est indispensable. Pour illustrer mon propos, considérons un fait de langue bien connu, l'ironie. Imaginez que je suis un conducteur connu pour être très prudent. Je roule calmement en voiture avec un ami à mon bord. J'arrive au croisement d'une route parfaitement droite et dégagée, avec seulement une voiture qui est encore très loin du croisement. Je m'apprête à engager lorsque mon ami me dit « Attention, il y a une voiture qui arrive ». Alors pour comprendre l'ironie de mon ami et donc son intention communicative, je suis obligé de faire des hypothèses sur ses propres croyances et pensées. Je dois postuler qu'il ne prend pas véritablement au sérieux le risque que représente cette voiture au loin, je postule également qu'il me sait être très prudent, je postule qu'il postule que je suis capable de lui attribuer les bonnes intentions, etc. Ceci n'étant qu'une partie des informations que je dois lui imputer pour arriver au final à comprendre la critique cachée, qui est que je suis excessivement prudent et que ça l'agace. Le cas de l'ironie est particulier, mais il montre bien en quoi il est nécessaire, pour parvenir à obtenir le sens que voulait communiquer mon ami, de faire des suppositions sur les pensées qui l'animent lorsqu'il communique. Et ce processus n'est pas une exception propre à l'ironie, mais est le cas général de notre conversation quotidienne. Nous devons en permanence faire des hypothèses sur les états mentaux de nos interlocuteurs pour parvenir à refaire le chemin entre ce qui est verbalisé, c'est-à-dire les mots qui sortent de la bouche, et la véritable intention communicative, qui est, dans la quasi-totalité des cas, bien plus riche que le contenu verbalisé. Et l'étude de ces processus où l'on rajoute l'information non verbalisée s'appelle la pragmatique, dont vous avez parlé et qui échappe totalement aux animaux, même aux grands singes. Voilà, donc maintenant ce qu'il est intéressant de se demander, s'il est intéressant de se demander ce que l'homme peut faire avec le langage, que l'animal ne peut pas faire. Il est également intéressant de se demander si le langage humain, indépendamment de ses différentes fonctions, diffère par sa nature de celui de l'animal. Et la réponse, une fois encore, est oui. C'est d'ailleurs l'argument le plus fort. Le langage humain se distingue se distingue du langage animal en ceci qu'il dispose d'une syntaxe. Évidemment, il faut s'entendre sur ce qu'est une syntaxe. La syntaxe, comme vous l'avez très bien dit, est l'ensemble des règles qui régissent la bonne construction des phrases. Mais il ne faut pas croire que dès que l'on se met à aligner des unités de sens, pour l'homme des mots, on a une syntaxe. L'animal dispose d'un ensemble parfois assez vaste de signes, qui est, comme vous l'avez dit, la réunion d'un signifiant, le mot,
ou le son correspondant, et d'un signifié, qui est le concept, qui permet de décrire différentes choses. Par exemple, attention, danger, sol. La réunion de ces trois signes forme une information unifiée qui est interprétable. Mais on n'a pas encore de syntaxe. La syntaxe telle qu'on la trouve par exemple dans le langage humain, mais également dans les langages informatiques, a comme propriété de pouvoir générer sur la base d'un nombre limité de règles des phrases infinies. C'est l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, etc. La limite des phrases n'est pas liée par la syntaxe, mais simplement par notre capacité de mémorisation. Au bout d'un moment, on perd le fil. Mais ce n'est pas dû à une limite de notre système langagier. Cette syntaxe permet également de générer un nombre virtuellement infini de phrases différentes, mais qui restent tout à fait compréhensibles dès la première écoute. Cette syntaxe, qui n'est pas une fonction, mais une propriété du langage humain, est totalement absente de tout langage animal. Voilà. Et cette longue précision étant faite, je reviens, donc c'est toujours Thierry qui parle, je reviens sur une question d'Alan qui demandait ce que c'était que cette grammaire générative. Oui, c'est vrai, tiens, je me rappelle maintenant avoir posé la question. Je pense que ça mérite précision, car à premier abord, c'est totalement contre-intuitif de se dire qu'on a une grammaire encodée dans notre cerveau dès la naissance. Mais là encore, il faut se demander ce que l'on entend par grammaire. Il n'est pas question de dire que l'accord du participe passé, la formation des verbes irréguliers ou la construction « aller chez le coiffeur » plutôt que « aller au coiffeur » est inscrit dans notre code génétique. L'idée est simplement que, contrairement aux apparences, il existe entre toutes les langues du monde davantage de similitudes que de différences. Et que certaines de ces similitudes sont universelles et donc vraisemblablement imposées par notre système cognitif et conceptuel. Commençons par des choses simples. Toutes les langues ont des verbes, des noms, des adjectifs, des prépositions, des adverbes. Est-ce un hasard ? Pourquoi, avec tout le brassage linguistique, ne trouve-t-on aucune langue qui dispose de catégories grammaticales différentes ? Si l'on regarde maintenant de plus près, on trouve le même genre de fait étonnant dans la syntaxe. Prenons l'exemple de la coréférence des pronoms. Si je dis « Pierre dit qu'il est heureux », le pronom « il » peut reprendre « Pierre ». Mais si je dis « il dit que Pierre est heureux », « il » ne peut plus reprendre Pierre. Jusque-là, rien de bien sorcier. On a envie de dire « ben ouais, et alors ?» C'est vrai. Ici, le linguiste répondra « et alors, pourquoi ?» La première observation est de dire que cette coréférence ne se fait pas n'importe comment. Il y a apparemment des règles, et on veut savoir lesquelles. Première hypothèse, un pronom ne peut pas reprendre ce qui vient après dans la phrase. Dans le second cas, Pierre est postposé. La reprise est donc impossible. Ouais, sauf que lorsqu'il joue avec ses enfants, Pierre est heureux, la coréférence est tout à fait possible. Et c'est vrai que là aussi il vient après. Bon, alors il faut trouver autre chose. On creuse, et on finit par se rendre compte que la règle est assez compliquée. Contentons-nous ici de dire qu'un pronom ne peut jamais reprendre un élément qui est contenu dans le syntagme C commandé par le pronom. Bon, là, ça commence à me dépasser un peu. Ouais. Pas la peine de comprendre ce que cela veut dire, ouf. Il suffit de noter deux choses très importantes. La première est que cette règle complexe, dont il est quasi impossible d'être conscient sans s'y attarder longuement, est présente dans toutes les langues du monde. Aucune langue ne viole cette règle de coréférence. D'ailleurs, lorsqu'on apprend une langue étrangère, on ne fait jamais ce genre d'erreur. On en fait plein, mais pas ça. Ça, c'est vrai, ouais. L'existence de cette règle universelle, parmi beaucoup d'autres, est un premier argument pour la grammaire générative. Le second argument est que l'enfant maîtrise cette règle très tôt, vers les 2-3 ans. Or, sans un dispositif préétabli qui permette d'intérioriser ces règles très compliquées, il est difficile d'expliquer comment un enfant, par la simple écoute de phrases prononcées par ses parents et qui ne sont en réalité pas suffisantes pour justifier les thèses behavioristes, parvienne à maîtriser aussi vite la syntaxe de sa langue. Il devient en fait beaucoup plus vraisemblable que l'être humain dispose d'une contrainte cognitive, ce qu'on appelle la grammaire générative, et qui vienne supporter et accueillir la langue maternelle de l'enfant en imposant un certain nombre de limites et de règles qu'aucune langue ne viole. Et c'est sur la base de cette grammaire innée, mais minimale, que viennent se développer les différentes langues du monde. On dispose donc d'un ensemble de règles innées qu'on appelle des principes, depuis lesquels on peut opérer des variations qu'on appelle des paramètres. La place du verbe dans une phrase, la position du complément d'objet, etc. Ainsi, le cerveau est comme un grand tableau électrique avec des commutateurs. On part des principes et on fait varier les paramètres. En changeant le commutateur de la place du verbe, on passe du français à l'allemand,
Ouais, alors ça j'aimerais bien. Alors, en changeant le paramètre de la position du complément d'objet pour le mettre en début de phrase, on obtient le turc. Mais on garde toujours les principes inchangés. Et c'est l'ensemble de ces principes qui forment la grammaire générative. Voilà, j'espère que c'est un peu moins obscur et plus convaincant. À très bientôt, Thierry. Eh ben, un grand merci. Ouais. Alors, moi, je suis épaté. Et puis, ouais, sur cet aspect de théorie de l'esprit, genre je pense que tu penses, ou je crois que tu sais, etc. C'est vrai que je m'étais jamais rendu compte à quel point c'était intriqué avec le langage, quoi. À quel point, ouais, finalement, notre capacité de symbolisation dépend de ça. J'ai vraiment appris beaucoup avec ces commentaires de Thierry. C'était super intéressant. J'aime bien son exemple sur l'ironie, justement. Parce Ouais. que, ouais, comme il dit, voilà, on dit, euh, je, je sais pas, ne t'arrête pas au stop, une voiture arrive. Bah, en fait, on va s'arrêter parce qu'on sait que c'est de l'ironie si on nous dit ça. Ouais, c'est vrai. mais, Ouais. mais Quand tu penses au processus cognitif qu'il faut pour décoder l'ironie, ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué, quoi. ouais, c'est incroyable. Et puis Hmm. j'apprends aussi que qu'en turc, le complément d'objet se trouve en début de phrase. Ouais, c'est vachement intéressant. Déjà avec l'allemand, c'est déjà assez compliqué comme ça avec les verbes à la fin. Le turc doit pas être simple non plus. Ouais, ouais, effectivement. C'est vrai, j'ai du mal à imaginer le complément d'objet en début de phrase. Bon, ouais, bon, sans doute. Enfin, apparemment, ça marche. Les gens se comprennent. Non, mais tout ça pour dire que cette hypothèse de Sapir, comment elle s'appelle? C'est un nom pas possible. Cette hypothèse de Sapir-Whorf, je crois, si je me trompe pas. Ouais. Sapir-Whorf. Ouais, Sapir-Whorf. Bah, elle a été bien contredite et que Ouais. finalement, c'est pas notre langage qui module notre perception de la réalité, mais bien voilà, notre langage est inscrit déjà d'une manière innée, en tout cas en partie chez nous. Mhm. Et on a tous plus ou moins une perception quand même plus ou moins similaire de la réalité. Pas aussi dépendant du langage qu'on pourrait le croire. Et même Ouais. les imba avec les couleurs. Ce qui est quand même au fond assez Ouais, rassurant. assez rassurant, effectivement. On partage un bout de réalité, Ouais. quelle que soit notre culture. C'est pas mal. Ok, bah sinon on avait encore deux, trois petites choses à dire. L'émission n'est pas tout à fait terminée. D'abord, vous annoncez l'ouverture d'un nouveau site web qui s'appelle Votons pour la science. Donc l'adresse est toute simple, votonsporlascience.fr, tout collé. C'est un projet du Café des Sciences et de Deuxième Labo, conduit en collaboration avec Volta, Sciences et Démocratie et des anciens étudiants du double cursus Sciences et Sciences sociales UPMC et Sciences Po, afin de permettre à tous de suivre le débat politique sur les problématiques scientifiques. Son but est de faire de la science un enjeu politique et d'offrir la parole à un électorat qui se pose des questions sur les propositions des candidats à la présidentielle 2012 en matière de science et d'innovation. Donc tout ça se passe en France, évidemment. Et pour le moment, 3 candidats ont répondu. C'est Arnaud Montebourg, François Hollande et Martine Aubry. Je crois que l'équipe de Votons pour la Science a contacté tout le monde, donc on attend d'autres réponses. Moi, je trouve génial cette initiative de demander aux futurs élus comment ils voient la science, quelle est pour eux la place de la science. J'ai pas lu toutes les réponses. J'aimerais bien lancer un truc comme ça en Suisse aussi. Bon, là, c'est un peu tard. On est en pleine campagne électorale. Enfin, c'est ce week-end les votations pour les élections fédérales, mais peut-être pour le prochain exercice, qui sait. Enfin, ça doit demander pas mal de temps quand même et beaucoup de suivi. Moi, je me réjouis de voir ce que va donner Je, cette expérience je suis en française. train de regarder Arnaud de Montebourg là. Mais bon, moi j'ai pas le temps de lire là. Mais je regarde si c'est quand même assez conséquent ce qui est rapporté. Bon, faudra lire ça. Ouais, ouais, absolument. Et puis sinon, on voulait aussi revenir sur Marco, qui a reçu des bons encouragements sur son dossier de la semaine passée. Alors il y a Topo, donc Pierre Kerner, qui lui dit excellente émission, bravo à toute l'équipe et bien entendu tout particulièrement à votre nouveau chroniqueur Marco. John Calac, bienvenue à Marco et bravo pour ces 2 chroniques. L'évolution n'est pas le sujet qui me passionne le plus, mais là j'ai pris du plaisir à écouter. Eh ben, Ah, ça, c'est un joli c'est compliment, cool, chouette, ouais. hein. Ouais. Et puis il y a Xavier Agnès aussi qui en off m'avait envoyé un message pour encourager Marco que je devais transmettre d'ailleurs et j'ai oublié de le faire. Donc voilà, Marco, je te transmets le message maintenant. T'as un troisième fan au moins qui s'est manifesté. Bah c'est top, ça m'a l'air de faire de l'unanimité, c'est très chouette. Mhm.
Et puis, moi, je voulais signaler autre chose. Alors, il y a un lien avec la science. En tout cas, il y a un lien avec le podcast. Je veux annoncer la sortie du journal ITAC, deuxième édition. Donc, il y a un site web pour celles et ceux qui chercheraient à s'abonner. C'est itha.ch. Donc, ça fait ITAC. On peut le trouver en vente au numéro. Également, il est distribué plutôt dans les kiosques en Suisse, un petit peu à Paris et en Afrique, dans je sais plus quel pays, par je sais plus quel concours de circonstances. Mais donc, on le trouve. C'est un nouveau journal, ITAC. Donc, c'est son deuxième numéro qui vient de sortir. Et j'ai eu le privilège d'écrire un compte rendu, bon, extrêmement subjectif, de ma visite à New York en juin dernier au World Science Festival. Donc c'est pas vraiment un compte rendu du contenu du festival, mais c'est plus une analyse des codes de communication utilisés par le festival, tout ça dans la perspective de la montée des créationnistes. Voilà, je vous encourage à acheter le journal, ne serait-ce que pour lire cet article. C'est un journal mensuel ou Alors, comment est-ce qu'on dit, un trimensuel, c'est ça? Enfin, il est édité 4 fois par année. trimestriel? Ouais, Trimestriel, ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Trimestriel, donc on a le temps de le lire. Ça, c'est le côté sympa. C'est un journal qui veut donner la place, enfin redonner sa place au journalisme subjectif, à la qualité de la rédaction, etc. Dans un univers où il y a quand même pas mal de copier-coller de dépêches d'agence dans la presse gratuite. Là, c'est vraiment tout le contraire, en fait. Retour aux fondamentaux. C'est ça, exactement. On prend le temps d'écrire, on prend le temps de lire aussi. Alors c'est cool, avec une parution tous les 3 mois, on a le temps de le lire d'un bout à l'autre. Donc c'est plutôt chouette. Des vrais contenus originaux. Absolument. Cool, ouais. Sinon, on a sur Facebook Jean Criticos, je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais ça me plaît bien, qui nous a envoyé un petit message. Il nous dit: bonjour, j'ai découvert votre podcast il y a peu et il est vraiment bien, j'y apprends beaucoup. Je vous invite à venir voir ce site sur la vulgarisation de la science. Beaucoup de sujets sont abordés. Merci et bonne continuation. Alors le site s'appelle e-scio.net. Je ne sais pas comment ça se prononce, c'est icio.net, j'imagine. C'est un site de vulgarisation de la physique. C'est assez bien fait en fait. Hein. C'est des thèmes super compliqués. C'est le genre de truc que tu pourrais développer dans des podcasts, Mathieu, Ouais, qui sont traités. Je risque de m'en inspirer à quelques occasions. C'est vrai que ça a l'air bien. Ouais, ils sont traités de manière assez courte, très efficace. Et c'est une excellente introduction. Donc c'est vraiment bien. On mettra le lien, enfin comme tous les liens qu'on vient d'évoquer, dans les notes de l'émission, bien sûr. Encore une petite chose, pour revenir sur le langage chez l'humain, Thomas nous dit je fais écho au dossier du langage chez l'humain avec ce reportage d'Arte de ce soir. Alors ça nous a envoyé hier ou avant-hier? Nous l'a envoyé hier, ouais. Ouais, hier, donc mardi soir. Donc on doit encore pouvoir le voir, je pense, sur le site web jusqu'à lundi prochain. Donc voilà, je fais écho au dossier du langage chez l'humain avec ce reportage d'Arte de ce soir, l'ADN, nos ancêtres et nous. Donc intitulé comme ça, et je le regarde en même temps que je vous écris, et donc c'est un reportage sur la génétique, et il fait mention d'un appauvrissement génétique au fur et à mesure que l'être humain s'est éloigné de l'Afrique. En dehors de ce parallèle direct avec le dossier que j'avais fait, je trouve ce reportage intéressant et vous le conseille. Et merci pour votre podcast dont la qualité ne cesse de se vérifier. Oh, c'est gentil. C'est gentil. Bah c'est top. Donc là il faudra qu'on mette le lien. On l'a pas sous les yeux. C'est rt.tv, sauf erreur. Bon, je crois que c'est rt plus 7. Tout le monde peut le trouver quand même. Quoi. Je pense que c'est pas très compliqué. Bien sûr. Ouais, cool. Et puis autrement, une dernière petite chose à annoncer. On va une nouvelle web radio qui vient d'ouvrir, qui a démarré ce lundi, donc le 17 octobre, nous a proposé un partenariat. Donc la radio s'appelle Quadrivium Radio. Il s'agit de bâtir la radio de l'expérience. Donc c'est une radio qui est à la fois scientifique et musicale. Donc ces concepteurs proposent aux auditeurs du contenu de qualité dans les deux domaines.
sciences et musique. Et en fait, le quadrivium désigne l'ensemble des 4 sciences mathématiques dans la théorie antique. Donc l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. Donc c'est pour ça qu'il y a ce lien entre science et musique. C'est bien, ouais. C'est pas fait pour me déplaire, ouais. J'aime bien aussi. En privilégiant la liberté de ton du web et en choisissant des contenus innovants comme Podcast Science, justement, qui va être diffusé sur cette web radio, Quadrivium cherche à inventer un nouveau format de radio. Et la radio a également d'autres partenaires, notamment De Vive Voix, c'est une maison d'édition de livres audio, et Solénopole, 1 heure sur la musique expérimentale. Donc là, le lien, c'est quadriviumradio.com, QUADRIVIUM radio.com. Là aussi, on mettra bien sûr le lien dans les notes de l'émission. Et puis donc, je crois qu'il s'agit de reprendre le podcast depuis le début. En fait, ce sera l'occasion de réentendre nos débuts, qui sont même plus disponibles sur iTunes d'ailleurs. Ah bon? On pourra les retrouver là. Ouais, nouveau une histoire de flux RSS. Il a fallu limiter le nombre. Donc voilà, intéressant. On va suivre tout ça de près. Ouais, bonne initiative. J'aime bien le mélange radio, musique, science. J'aime bien. Ouais, non, c'est cool avec des formats expérimentaux justement. Tout est permis sur le web. Ça c'est quand même un côté assez génial. Et puis sinon la semaine prochaine, l'IA viendra nous parler d'émotions chez les animaux. Donc après le langage chez les animaux, ça va être les émotions chez les animaux. Ah, excuse-moi, j'ai joué beaucoup. Une petite coupure. Donc l'IA va nous faire un dossier sur l'émotion chez les animaux. Exactement, ouais. Voilà. Ça va compléter un peu le thème du langage chez les animaux aussi, à quelque part. Exactement. Je pense. Enfin, je sais pas du tout quel sera l'angle. Je sens que de toute façon, on va apprendre des choses intéressantes. Ouais. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, on pourrait pas tout à fait finir ce podcast sans le moment phare, le moment clé, roulement de tambour, la quote de Mathieu. Qu'est-ce que tu nous as déniché cette semaine? Alors cette semaine, c'est une quote, je pense que tout le monde a déjà dû entendre à l'occasion. Je ne sais pas de qui elle est, et je ne sais pas si elle était formulée exactement dans les termes que je vais dire, mais l'idée en tout cas là. L'homme crée l'outil et l'outil façonne l'homme. Ah ouais. Alors bon. Ouais, j'aime bien. Ouais, bon, j'ai remis aussi un peu en perspective avec ce dossier sur le langage chez l'humain. Bon, malgré le fait qu'on ait dit et qu'on a bien insisté qu'il y a quand même une grosse parinée du langage chez l'homme, là on vient de le dire dans les commentaires de Thierry. N'empêche que, bon, on a aussi dit dans le dossier que le langage avait quand même été développé par l'homme comme outil de communication et pour mieux collaborer. Et donc j'aime bien cette idée que l'outil langage a été, d'une certaine manière, l'homme a aidé au développement du langage, de cet outil, et que le langage lui-même, en retour, a façonné l'homme. Donc une sorte de processus rétroactif comme ça que j'aime bien. Ouais, exactement, une espèce d'interaction, d'influence mutuelle. Ouais. Enfin, ça s'applique au langage, mais ça s'applique à tout le reste. Ouais, aussi. Finalement un peu à tout. On a un rapport à la technologie qui a fait de nous ce qu'on est, quoi, qui nous a façonné jusque dans notre corps. Je pense pas seulement à ce qu'on observe aujourd'hui, l'informatique, les réseaux sociaux, etc., dont on sait qu'ils sont déjà en train de modifier notre façon de penser. C'est assez logique finalement. On avait vu dans le dossier sur la plasticité cérébrale que la lecture, par exemple, recycle des zones du cerveau qui n'étaient pas du tout destinées à ça au départ. Mais voilà, le livre, la lecture, c'est un outil, c'est une technologie au départ qui finalement a eu une incidence directe sur notre cerveau, puis après sur notre culture, etc. Mais je pense à d'autres trucs, comme la maîtrise du feu, par exemple. C'est sans doute une des premières technologies de l'homme qui a permis tellement de choses. Je pense que si notre mâchoire a la forme qu'elle a, si nos dents ont la forme qu'elles ont, c'est parce qu'on cuit notre nourriture depuis des millions d'années. On n'a plus besoin d'avoir d'énormes canines comme la plupart des mammifères pour aller découper la chair fraîche. Enfin, tu vois, on a vraiment un rapport à notre technologie qui est
qui est, j'ai envie de dire, inscrit dans nos gènes, quoi. On peut pas s'en passer. Elle nous façonne, en même temps, on la façonne. Enfin, c'est vraiment un rapport très, très étrange que celui de l'humain à la technologie en général. Non, je trouve super cool ta quote. Elle m'inspire bien, là. Ouais, je vois. Non, mais c'est ce processus rétroactif qu'on retrouve non seulement chez nous, chez l'homme, mais je pense dans plein d'autres phénomènes naturels. La nature est rétroactive, je pense, un peu par définition, quoi. Donc, enfin, par définition, par nature. La nature est rétroactive par nature. Voilà, ça pourrait être une nouvelle quote, ça. Ouais, non, c'est pas mal, effectivement. Ouais. C'est la notion d'écosystème aussi, où Voilà. tout est Ouais. en interaction Voilà. permanente. Ouais, t'as jamais finalement d'état stable, quoi. Tout est en mouvement. Ouais, c'est super bien ta quote. Je vais encore y réfléchir pendant une semaine, là. C'est top. Et comme ça, tu nous en refais quand tu veux. Ok. Ok, Mathieu. Très bien. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Ok. Alors, bonne Bah, fin, d'ici là, ouais, excellente semaine. bonne fin de Toutes et semaine à tous. tous. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao.